petit coucou sur le chat pour qu'on puisse vérifier que vous êtes bien avec nous, que la connexion c'est bien faite. On va commencer dans quelques instants. On vous laisse juste le temps d'arriver. Bonjour Nadège. Alors je suis aujourd'hui avec Alexia en direct, qui est en direct de Mexico City. Donc moi je vais laisser la parole à Alexia. Je voulais juste vous faire un petit point sur les fonctionnalités de l'outil pour que vous puissiez profiter de la formation comme il se doit. Bonjour Lydie. Alors, Bonjour Lydie. donc comme vous pouvez constater, votre micro est éteint. Vous allez pouvoir interagir avec Alexia grâce au chat que vous utilisez actuellement. Vous voyez que à l'endroit où vous devez taper votre message, vous avez deux icônes. Une icône avec un point d'interrogation et une icône pour écrire votre message. Quand il s'agira de poser une question, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône avec le point d'interrogation pour pouvoir poser une question afin qu'on puisse bien les identifier. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très bonne formation. Je vais laisser la parole à Alexia et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter mon pays qui est le Mexique. Bon, c'est la première fois que je fais un webinaire, donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que le contenu que je vais vous fournir va vous servir. Alors déjà, on va commencer par un petit questionnaire sur vos connaissances sur le Mexique. Donc, normalement, vous devez voir s'afficher à l'écran 4 petites questions. Donc, la première question, c'est quelle est la boisson nationale pour l'apéro au Mexique? Quelle est la spécialité au niveau des cocktails sur le Mexique? La deuxième question, c'est à partir de quelles plantes sont fabriquées ces boissons? Donc, vous pouvez répondre à partir du questionnaire directement. Donc, il y a le cactus, le nopal, l'agave, l'aloe vera, l'hibiscus. Ensuite, on a la question de combien d'États est composée la péninsule du Yucatan. Donc, c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, donc la péninsule du Yucatan. Et dans quel État se trouve une des 7 merveilles du monde qui est Chichén Itzá. Donc, je vous laisse une petite minute pour répondre et puis après, on regarde ensemble les résultats. Mais je vois qu'il y en a beaucoup qui sont sur la bonne direction. Voyons même pour l'alcool, hein, on voit qu'il y a des amateurs de spiritueux dans le mezcal, tequila, très bien. Ah, mais c'est intéressant de voir vos réponses. Alors oui, la péninsule du Yucatan, ok. Bon, je vous laisse quelques petites secondes et je vous présente les résultats. Alors, si on regarde, donc il y a 50% des personnes qui ont répondu. Donc la boisson nationale, donc il y en a 2. Donc c'est très bien, vous avez très bien répondu. Donc c'est le mezcal et la tequila. Tous les deux à des régions différentes dans le Mexique, mais c'est vraiment les spiritueux, les spécialités qui datent de l'époque préhispanique, avant la colonisation des Espagnols. Donc c'est vraiment les alcools du pays, représentatifs du pays. Et à partir de quelles plantes sont fabriquées ces boissons? Donc, les deux sont fabriquées à base d'agave. Donc, les personnes qui ont répondu agave, c'est une très bonne réponse. En fait, même si la tequila, c'est une variété d'agave différente, qui est l'agave bleue, les deux alcools, en fait, ce qui diffère, c'est la préparation, tout le process de fabrication, mais la plante est la même. De combien d'États est composée la péninsule du Yucatan? Donc, c'est bien, c'est 3. On va le voir sur une petite carte juste en suivant. Et Chichén Itzá est dans l'état du Yucatan. D'ailleurs, l'hiver, juste pour que vous sachiez, si vous avez des clients qui voyagent dans la péninsule du Yucatan, le Quintana Roo est le seul état qui ne change pas d'heure l'hiver. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils basculent de l'état du Quintana Roo et du Yucatan, qui sont tous les deux collés, en fait, il y a un décalage horaire de 1 heure. Donc, ça, c'est des informations qui sont importantes à donner aux clients avant qu'ils voyagent. Donc là, je vais vous montrer la petite carte de la péninsule du Yucatan. Donc attention aux petites confusions parce que en général, on parle du Yucatan comme de la péninsule du Yucatan, mais en fait, le Yucatan, c'est aussi un État. Donc ici, je vais vous montrer donc sur la carte les 3 États qui composent la péninsule du Yucatan. Donc quand on parle de la péninsule du Yucatan, ici, on voit la petite frontière donc de l'État du Yucatan. Hop. Voilà, donc là, ça, c'est vraiment l'État du Yucatan. Ensuite, on a l'État de Campeche,
qui s'arrête ici et qui borde en fait la biosphère de Calakmul. On va le voir juste après. Et ensuite, on a l'état du Yucatan, voilà, où on a toute la riviera Maya. Donc, ça descend jusqu'à Chetumal et jusqu'à la frontière. Donc, voilà, on a vraiment 3 états qui composent la péninsule du Yucatan. Donc, des fois, il y a un petit peu des confusions quand on parle du Yucatan, parce qu'on a tendance à parler du Yucatan comme de toute la péninsule. Et puis, des fois, on peut avoir des petites confusions avec le Quintana Roo, qui n'est pas très connu. Donc, voilà, nous, on aime bien parler de la péninsule du Yucatan pour éviter toute confusion. Alors, moi, je vais vous présenter donc du coup le Mexique. Le thème du jour, c'est le Yucatan en famille de manière éco-responsable. Donc déjà, nous, qui on est? Déjà, c'est Lise, Alexia, ces 2 amies. On s'est rencontrés à Luxembourg, on travaille dans une agence digitale. Et en fait, on a décidé de partir en voyage au Mexique toutes les 2 pendant 3-4 mois. Et en fait, on n'est jamais repartis. Donc du coup, on a décidé vraiment en voyageant dans le Chiapas, qui est un peu notre petit coup de cœur au Mexique. C'est une des régions favorites. C'est vraiment une région qu'on adore pour l'authenticité. Puis c'est là-bas qu'on a eu l'idée de monter une agence de voyage pour montrer en fait tous les projets éco-touristiques, toutes les belles choses, les belles initiatives qui sont mises en place en fait. Donc on a décidé de leur donner un peu plus de lumière. Et c'est comme ça que Mexico est né. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Mexico, donc du coup en fait c'est un mot qui est pas espagnol. C'est en fait à l'époque préhispanique, Mexico, ça voulait dire le nombril de la lune. Qui se dit Mexico. Et d'ailleurs, la dernière civilisation en date avant la colonisation des Espagnols, c'était les Mexicas, qui vivaient à Mexico et qui veut dire le nombril de la lune. Donc voilà, pour la petite anecdote. Et maintenant, la team Mexico, donc au niveau de la vente, donc c'est une équipe de jeunes, donc dynamique, francophone. Donc voilà, vous allez voir Emma, Liselotte, Coralie, Élise qui est mon associée, avec qui on a monté Mexico. Donc voilà, des personnes qui sont vraiment passionnées, qui adorent le voyage, qui comprennent aussi la culture à la fois locale et française pour pouvoir un petit peu anticiper des petits chocs culturels, prévenir, savoir les exigences du client français, etc. Donc ça, c'est pour notre sacrée équipe qu'on adore. Alors, voyager à Mexico, donc quelle est la particularité de Mexico? C'est que nous, on s'est vraiment focalisé sur le voyage responsable. Donc, quand on dit responsable, ça englobe pas mal de facteurs. On va rentrer un petit peu plus en détail après. Mais déjà, ça commence par respecter le pays qu'on visite. Que ça soit au niveau culturel, au niveau humain, au niveau environnemental. Nous, vraiment, on incite vraiment les personnes qui voyagent au Mexique à respecter le pays qu'elles visitent. D'accord? Le deuxième facteur, ça serait la réduction de ces déchets. De manière générale, on parle beaucoup de plastique, évidemment, parce que c'est ce qui est le plus visible et le plus criant, surtout quand on vit à côté de l'océan. Donc voilà, nous, on privilégie vachement aussi la réduction des déchets de manière générale. Ensuite, on essaye de choisir des transports alternatifs qui polluent moins. Donc, on va le voir plus tard dans les exemples d'excursions. C'est très facile de privilégier des excursions avec des transports qui ne polluent pas, sans moteur. On respecte la faune locale et on essaye de réduire son impact, son empreinte écologique. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, quand on parle de responsable au niveau de la faune locale, donc on parle beaucoup de respect des animaux. Donc évidemment, on évite et on ne cautionne pas du tout ce qui est excursion avec des animaux en captivité. Malheureusement, encore aujourd'hui au Mexique, il y a des delphinariums avec des dauphins en captivité. C'est très courant d'en voir, tout ce qui est à Cancun, Playa del Carmen, Cozumel. Donc nous, vraiment, ça, quand des clients viennent vers nous, on essaie vraiment, alors on n'est pas dans on donne des leçons, on essaie vraiment en fait de les envoyer vers une autre alternative, puisqu'en général c'est des gens qui aiment les animaux, ils sont juste pas au courant, ils sont pas juste sensibilisés aux pratiques en fait et surtout aux conditions de vie de ces animaux en captivité. Donc par exemple les gens qui viennent vers nous en disant je veux voir des dauphins dans une piscine, je veux nager avec des dauphins, nous on les renvoie sur par exemple nous, on te propose d'aller voir les dauphins à Holbox, donc avec notre excursion qui s'appelle Cabo Catoche. Tu vas aller voir dans l'océan en train de nager à côté de toi sur le bateau. C'est vraiment une expérience qui vaut plus le coup. Ah, pardon. Je vais. Vous m'entendez bien là? Ça a coupé? Ça s'est revenu ou si vous voulez, je peux m'arrêter quelques secondes.
Oui, parfait. OK. Donc du coup au niveau des animaux, voilà, c'est un petit peu l'idée, et on va même plus loin quand on a des excursions avec des animaux dans la nature, on est toujours dans le respect des distances. Par exemple, les requins-baleines, on s'approche pas à moins de 2 mètres, pas plus de 2 personnes à l'eau en même temps. L'idée c'est de jamais déranger en fait les animaux dans leur environnement naturel. Les flamants roses, c'est la même chose, on s'approche pas à tant de mètres pour pas déranger les animaux, surtout quand ils sont en période de nidation, qu'il y a des bébés. L'idée, c'est vraiment de rester à notre place et juste de contempler la nature. D'accord. Au niveau des populations locales, nous, on essaye toujours d'intégrer. Alors, on ne tombe pas dans le misérabilisme, dans le voyeurisme. C'est vraiment, on aide, on crée de l'économie et on profite de l'économie du tourisme qui arrive au Mexique pour la redistribuer de manière plus équitable. C'est-à-dire que, par exemple, dans un tour, on va inclure un déjeuner dans une famille maya. Donc à la personne, elle a du monde régulièrement, elle vend des déjeuners. En plus, c'est un échange culturel. Donc quand on parle d'intégration des communautés locales, c'est vraiment ça. On essaye d'aller aussi toujours privilégier une nuit dans un projet écotouristique, dans un circuit. Parce que même si c'est des projets un peu plus rustiques et qu'on n'est pas dans un confort d'un hôtel classique, on permet de faire vivre des fois un village entier. Donc voilà, nous c'est vraiment l'idée quand on parle de responsable, il y a aussi intégration des populations locales. Ensuite, on a les hôtels éco-friendly. Donc souvent on a un petit peu peur du mot hôtel écologique. On imagine de suite des cabanes rustiques en bois dans la jungle où il fait 40 degrés. Donc c'est pas toujours le cas. Maintenant, écologique ne rime plus avec rustique. On a des très très beaux hôtels, surtout à Holbox, Tulum. On a des hôtels très haut de gamme qui ont des belles initiatives écologiques, comme le fait de… oui, tout à fait. Tout à fait, c'est adapté au groupe. On pourra en parler en fin de présentation, si vous voulez, mais que ça soit pour des familles individuelles, couples ou groupes, on peut voyager de manière éco-responsable. On a vraiment des capacités pour tout type de clientèle. Donc du coup, au niveau des hôtels, on a des hôtels vraiment haut de gamme qui, par exemple, ont des panneaux solaires, ont investi dans des panneaux solaires, réduisent leurs énergies, traitent leurs déchets toxiques, ne rejettent pas leurs déchets dans la mer. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hôtels qui font ça aujourd'hui, qui ne proposent pas de bouteilles plastiques dans les chambres. Donc voilà, nous on essaye vraiment de faire un classement de ces hôtels. L'idée c'est pas d'être parfait, évidemment, on peut pas être 100% écologique. L'idée c'est toujours de réduire l'impact au maximum. Et si tout le monde fait quelques petits gestes, ben ça peut vraiment avoir un impact positif au niveau global. Donc l'idée c'est ça. Au niveau d'équilibrer son empreinte écologique, nous ce qu'on fournit, donc à tous nos petits voyageurs quand ils arrivent. Parce que vous allez me dire, oui, mais s'il n'y a pas de bouteille en plastique, on fait comment? Du coup, nous, ce qu'on fournit, en fait, quand les voyageurs arrivent au Mexique, on leur offre un petit pack avec de la crème solaire biodégradable à 88,81%. On leur offre un kit, en fait, avec des pailles en inox pour éviter, en fait, parce que bon, c'est facile de dire non à la paille, mais en fait, si on n'a pas une solution alternative, c'est quand même compliqué des fois de s'en passer pour certains cocktails. Et puis bon, voilà, en vacances, on va pas se mentir, mais c'est bien de profiter de quelques petits cocktails. Donc du coup, nous, on offre un petit kit de l'éco-voyageur pour vraiment donner les solutions aux personnes. En fait, on s'est rendu compte que il s'agit pas toujours de dire non, il ne faut pas. Il faut donner des alternatives. C'est comme ça qu'on provoque le changement. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, de trouver toujours des petites nouvelles alternatives. Et puis après, voilà, il y a réduction des déchets en général. Je vais essayer de pas trop m'attarder. De toute façon, après, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. On privilégie, voilà, des tours où on n'utilise pas de plastique. On essaie de limiter nos emballages, que ce soit les hôtels ou les tours. Voilà, on essaye, même dans notre quotidien à nous, dans l'agence, on n'utilise pas de bouteilles en plastique. On a des filtres à eau parce qu'ici, l'eau n'est pas potable. Enfin, voilà. Bon, pour arriver à notre sujet, donc concrètement, c'est quoi? Donc le voyage un peu de manière responsable, on va commencer par Tulum. Pour ceux qui connaissent pas Tulum, donc c'est je vous l'ai mis sur la petite carte, donc c'est à peu près à 2 heures au sud de Cancun. Donc ça, c'est vraiment la destination à la mode. En ce moment, c'est hyper hippie chic. Voilà, il y a plein d'hôtels écologiques. C'est vraiment la destination tendance du moment au Mexique. Donc, en famille, qu'est-ce qu'on peut faire à Tulum de manière responsable? Donc, nous, on propose par exemple un tour de vélo dans les communautés mayas.
et autour de Toulouse. Donc, pourquoi s'adapter aux familles? Parce que c'est pas une super randonnée de 50 km. C'est des tout petits parcours. Et puis en plus, on a les VTT qui sont équipés de sièges pour les bébés jusqu'à 40 kilos. Enfin, pour les enfants jusqu'à 40 kilos. Donc, c'est vachement adapté aux familles. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de un, c'est accessible au niveau sportif. C'est de la nature, c'est à vélo, donc c'est éco-responsable. Et puis en plus, si jamais il y a des enfants en bas âge, il y a un petit siège derrière pour pouvoir porter l'enfant. Donc ça, vraiment, on la recommande vraiment. C'est super sympa. En plus, vous passez dans une communauté maya, vous allez fabriquer des petites tortillas. Les tortillas, c'est un peu le pain du Mexique. Donc voilà, ça c'est vraiment une activité super en famille et respectueuse de l'environnement. Après, on a une excursion que vraiment j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment adaptée aux familles. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous le site archéologique de Touloum, mais nous, en fait, on le combine avec des cénotés. Donc déjà, pour allier en fait l'aspect culturel, historique, mais aussi un peu de ludique, on le propose à 6h30 du matin en dehors des heures d'ouverture. Pourquoi? Parce que vous serez au frais, les enfants seront au frais, il n'y aura personne sur le site, donc vous serez tout seul, pas besoin de vous préoccuper de où est votre enfant. Et c'est vraiment beaucoup plus agréable. C'est vraiment très adapté aux familles. Puis en plus, après, il y a la partie ludique. Donc, ça convient aux parents et aux enfants. Vous passez dans des cénotés. Donc, il y a deux types de cénotés. Donc, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions sur la cénotée en fin de présentation, parce que les cénotés, c'est vraiment à la fois naturel, impressionnant. C'est des espèces de grottes souterraines reliées par les nappes phréatiques. C'est de l'eau douce. Et puis, ça a vraiment une valeur aussi spirituelle, hein, parce qu'à l'époque, on faisait des sacrifices. Les Mayas faisaient des sacrifices dans les cénotés. En général, c'était des offrandes, c'était les femmes. Les femmes les plus belles, ils les sacrifiaient dans les cénotés. Donc, voilà, il y a aussi des informations intéressantes au niveau culturel. Donc là, vous allez nager, vous allez faire du snorkeling. Du coup, c'est vraiment une activité que je trouve vraiment chouette en famille parce qu'elle est complète, elle est variée, elle est ludique. Et puis, c'est le matin, vous échappez un petit peu la foule. Donc ensuite, on arrive sur Bacalar. Donc Bacalar, c'est encore un peu plus au sud. C'est au sud de Toulouse, donc à peu près à 1h30, 2h. Donc là, c'est vraiment, c'est pas la plage, c'est une lagune d'eau douce. Donc d'ailleurs, son surnom, c'est la lagune aux 7 bleus, pour ses 7 tons de bleu. C'est vraiment une lagune exceptionnelle. Donc c'est l'eau douce, pas la plage. C'est très très calme. Moi, je trouve que ça convient en famille cette destination. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit village. Autant sur des destinations comme Touloum, alors Playa del Carmen, on ne le propose pas, mais on est sur des destinations très jeunes, très fêtes, etc. Autant sur Bacalar, c'est super calme. C'est un petit village. Comme ça, c'est loin de Cancun, il n'y a pas beaucoup de monde. Le soir, vous marchez dans la rue, vous allez manger une petite glace. Enfin, ça convient totalement aux familles. Et nous, ce qu'on propose à Bacalar, alors c'est pas une liste exhaustive évidemment, hein, il y a plein d'autres expériences, mais nous on propose une alternative qui plaît pas mal aux familles, c'est le paddle. On n'y pense pas, mais le paddle c'est une activité qui est agréable, donc elle est éco-friendly parce qu'elle protège la lagune, puisque les bateaux à moteur, quand il y a beaucoup de bateaux à moteur toute la journée, tous les jours, ça affecte quand même les écosystèmes des lagunes. Donc du coup, nous on propose plusieurs alternatives, dont le paddle. Et le paddle, ça plaît beaucoup. On le propose au coucher du soleil pour éviter en fait les chaleurs. Comme c'est une activité où on est exposé directement au soleil, on a décidé de le proposer soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil. Comme ça, on évite les fortes chaleurs et le soleil. Donc, du coup, en fait, le paddle, ça plaît vachement aux enfants. C'est ludique, on donne des petits gilets. C'est une lagune, il n'y a pas de courant. Donc, voilà, c'est vraiment une excursion qui plaît beaucoup aux familles en général. Donc, on aime bien la proposer. C'est une alternative originale en plus. Donc ensuite, on va passer à Calakmul. Donc Calakmul, c'est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. C'est une énorme biosphère sur des hectares et des hectares. Donc du coup, ça, c'est à Campeche. Là, c'est bon, on a passé à Campeche. Et d'ailleurs, le bon exemple ici, c'est qu'en hiver, quand on passe de Bacalar à Calakmul sur un circuit classique, on a 1 heure de décalage horaire. Donc c'est important toujours de dire ça au client et de lui donner les heures à laquelle il va arriver, à laquelle il va partir, pour éviter des petits soucis d'horaire. Donc Calakmul, moi j'adore, c'est mon coup de cœur, c'est un site archéologique en pleine jungle. On peut y observer, donc nous on propose une excursion qui est absolument incroyable pour les enfants parce qu'on voit une diversité d'animaux. Vous partez au petit jour, donc déjà la veille vous arrivez, vous allez à la grotte aux chauves-souris.
Donc là, c'est un phénomène, en fait, au coucher du soleil, quand vous arrivez à l'hôtel, vous allez à un quart d'heure de l'hôtel et il y a des milliers de chauves-souris qui tournent en rond et en général, ça impressionne beaucoup les enfants. Donc, c'est vraiment une excursion qui plaît beaucoup. Et le lendemain matin, vous levez aux aurores et vous allez observer des animaux dans la jungle avec un guide. Donc, vous allez voir des toucans, des crocodiles, des singes araignées, des singes hurleurs. Enfin, vraiment, nous, on adore cette expérience parce que les enfants, ils en ressortent des étoiles plein les yeux parce qu'au niveau des connaissances acquises par l'enfant, au niveau de la biodiversité de la jungle, c'est assez intéressant. Et puis après, évidemment, donc pour les parents, il y a la visite du site archéologique qui a aussi beaucoup d'histoire. C'était une énorme civilisation à l'époque Calakmul, donc très intéressant au niveau historique également. Ensuite, on va basculer à Mérida. Donc, on passe pas partout, c'est ce que je vous disais. Donc là, je trouvais intéressant de vous parler à Mérida. Pourquoi? Parce qu'à Mérida, on propose un walking tour, mais c'est vraiment orienté sur la gastronomie. Donc là, on trouve intéressant aussi de le faire en famille. Pourquoi? Parce que c'est pas une excursion trop riche en informations où on va vraiment s'attarder sur l'architecture et ça. C'est vraiment basé sur l'expérience. On va goûter des spécialités locales, la marquesita, donc ça c'est vraiment une spécialité du Yucatan, c'est sucré-salé, c'est comme un petit dessert, c'est la crêpe de chez nous. Et donc du coup en général ça plaît vraiment aux familles parce que c'est un tour, c'est une visite de la ville, mais à la fois c'est basé sur l'expérience, donc les enfants ne s'ennuient pas, ils passent tous un bon moment, tout le monde goûte un peu des spécialités locales. Donc voilà, on trouve que c'est vraiment une expérience intéressante. Puis en plus, c'est à pied, donc pas de véhicule à moteur. Donc voilà, c'est vraiment un tour qu'on aime beaucoup. Puis en plus, Mérida, c'est magnifique, donc c'est agréable On le propose le matin en général pour qu'il fasse plus frais, puisque Mérida, il faut savoir quand même que l'été, il y a quand même de fortes chaleurs. Ensuite, on va passer à Celestun. Donc Celestun, moi, j'adore. Donc Celestun, je passe un petit peu vite, mais c'est sur la côte du golfe du Mexique. Donc, c'est plus les Caraïbes. Les Caraïbes, c'est de l'autre côté. Et là, on est sur le golfe du Mexique. Donc, c'est de très belles plages. Il y a une très belle biosphère et on peut observer des flamants roses. Donc, les flamants roses, moi, j'adore. Donc là, c'est un tour en canoë. Donc là, on passe sur un autre type de transport qui est aussi respectueux de l'environnement, donc qui est le canoë. Donc, le canoë, donc pas de toit moteur, on visite dans les mangroves. Donc, on apprend sur les mangroves blancs, rouges, noirs, tout leur rôle dans l'écosystème, puisqu'ils servent de filtre, ils nettoient les eaux, source de nourriture pour beaucoup de poissons, aussi d'abri pour les poissons, donc c'est vraiment très intéressant. Et il y a aussi les flamants roses, espèces vraiment admirée par tous les voyageurs. Donc, nous, on adore cette excursion parce qu'elle est vraiment, elle plaît aux enfants, c'est naturel et puis ça respecte l'environnement. Puis ça convient aussi aux petits en bas âge. Pourquoi? Parce qu'on est la majorité du temps à l'ombre. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est pas dangereux, il n'y a pas de courant. Puis en plus, c'est à l'ombre toute l'activité. Donc en général, on aime bien le proposer avec les familles en bas âge, avec des enfants en bas âge. Et après, pour l'aspect vraiment communauté, nous, ce qu'on propose en général, c'est une virée à Isla Arena Campeche. On y va depuis Celestun. Donc on va traverser la biosphère de Celestun et on arrive en fait à Isla Arena Campeche qui était avant un port de pêcheurs. Il ne vivait que de la pêche, sauf qu'à un moment donné, la pêche ne suffisait plus pour vivre. Donc voilà, il y a eu un projet qui a été créé. Ce projet-là, donc c'est des petits lodges au bord d'une plage. Il n'y a personne et en fait c'est une famille qui a mis ça en place, une communauté qui fait partie en fait maintenant du groupe Paraíso Indígenas, qui est en fait un groupement de projets écotouristiques au Mexique. Et du coup, ça, c'est des petits lodges écologiques qui sont en bord de plage, tenus par une famille, une communauté locale, et ça leur permet de vivre. Donc voilà, nous, on aime bien vraiment prévoir une petite nuit dans ce coin-là ou dans d'autres coins-là, mais en tout cas, on essaye de promouvoir ce projet qui est c'est vraiment des belles personnes. Du coup, ensuite, on passe à Valladolid, évidemment. Donc, Valladolid, on propose un petit tour à vélo. Un petit tour des cénotes et de la ville à vélo. Donc là aussi, on est toujours sur un mode de transport qui est éco-responsable. Évidemment, donc là, toujours les mêmes sécurités. Valladolid se prête vraiment au vélo. Il y a beaucoup de rues où on ne passe pas de voiture. Ensuite, on fait la route des cénotes. Donc, c'est ludique, vous pouvez vous rafraîchir. Ça, c'est vraiment une excursion qui plaît beaucoup aux familles.
Vous passez par un petit marché alimentaire en plus, donc c'est agréable. Vous apprenez beaucoup de choses sur les spécialités culinaires du Yucatan. Donc voilà, on aime beaucoup. Et puis en général, les familles aussi aiment beaucoup cette excursion, parce qu'en général, le vélo, c'est ludique pour toute la famille, hein, que ce soit pour les parents ou pour les enfants, ça plaît beaucoup. Et on termine par Holbox. Alors ça, c'est mon petit coup de cœur au niveau plage. C'est une toute petite île qui est en fait à l'extrême pointe nord de la péninsule du Yucatan. Et c'est paradisiaque. Vraiment, moi, j'adore y passer, même moi personnellement, quand j'y vais. J'adore cet endroit, c'est paisible. Il suffit de marcher quelques kilomètres et vous avez des bancs de plage vierges pour vous tout seul. Donc, moi, j'adore. Et du coup, là-bas, nous, on propose de faire du kayak. Voilà, donc comme ça, on a vu un petit peu tous les moyens de transport éco-friendly. Et nous, on propose en fait un tour dans la mangrove en kayak. Donc, vous passez sur un banc de sable, vous partez en kayak en fait. Et c'est pas très profond. Les eaux sont turquoises et en fait, vous allez au milieu des mangroves observer des flamants roses, des oiseaux. Vous pouvez voir des crocodiles si vous avez de la chance. Quand vous rentrez dans la baie de Vimbalam dans le nord, donc du coup c'est vraiment super. Ça c'est vraiment une bonne expérience. Évidemment, on a des gilets de sauvetage, on part pas en haute mer, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de courant. Donc du coup, c'est une excursion tout à fait. Vous passez que dans des petites portions, des petites lagunes comme des mini lagunes. Donc du coup, c'est tout à fait accessible aux familles et c'est pour ça qu'on le propose. Voilà, donc du coup, c'était pas une liste exhaustive de tout ce que vous pouvez faire évidemment. J'ai dû d'ailleurs écourter tout ce que je voulais vous présenter. Hein. C'est moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, c'était pour vous donner des idées, pour vous montrer que c'est possible de voyager en famille, c'est possible de voyager en famille de manière éco-responsable. Aujourd'hui, il y a des alternatives, il y a plein de choses qui sont possibles. Et nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire tous les jours, proposer des alternatives pour pouvoir réduire au maximum son impact tout en profitant. L'idée, c'est quand même aussi de profiter. Donc voilà, si vous avez des questions, avec plaisir. J'imagine qu'il y a des choses que j'ai pas abordées, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, je reste disponible. Je vais boire un petit peu d'eau parce que elle s'adapter au groupe. Vous proposez des guides francophones, par exemple, au Kayak-Moul. Oui, on a un guide francophone. Donc, il y a deux options. Avant, on avait un guide vraiment étoile qui parlait qu'anglais et espagnol, mais on a un guide là francophone qui est très, très bon. Et en fait, on a deux options. Soit pour les gens qui dorment à Calakmul, qui font la grande boucle, on peut partir directement depuis Calakmul, soit les personnes qui vont juste vouloir rester sur la côte de la rivière Amaya, en fait, qui vont dormir sur Bacalar. Il a un véhicule, il peut transporter les clients jusqu'à Calakmul, faire la visite de Calakmul en français et rentrer sur Bacalar. Donc, il y a deux options pour ceux qui font la boucle et pour ceux qui restent sur la côte. Oui, d'ailleurs, on a un partenariat avec une agence française qui est spécialisée dans les GIR, dans les regroupements d'individus. Et en fait, on propose des voyages en groupe spécialisés dans l'écotourisme. Donc, on est sur beaucoup de nuits dans des projets écotouristiques. On est sur un voyage un peu plus aventure. Donc oui, on a des hébergements qui conviennent également. Et d'ailleurs, les projets écotouristiques, en général, ils sont relativement bien adaptés au groupe, plus que certains hôtels. Donc oui, la question, c'est oui, on a des voyages d'ailleurs spécialisés pour les groupes et spécialisés écotourisme à 100%. Alors, quand on parle de groupe, évidemment, d'ailleurs, juste quand même pour, je ne sais pas si on est sur la même dynamique, mais
Quand on parle de groupe, évidemment, on n'est pas sur des groupes de 50 personnes. Hein. On parle de groupes maximum 15 personnes. Hein. On est sur des petits groupes, puisque plus les groupes sont grands et plus l'impact est important. Juste pour préciser. Vous proposez tout le Mexique ou seulement du Yucatan? Alors, on propose les régions du Chiapas. J'aurais bien aimé aussi vous parler du Chiapas, parce que c'est un peu ma région préférée au niveau historique, au niveau expérience, au niveau authenticité. J'aime beaucoup le Chiapas. Il y a des endroits qui méritent d'être connus et où il n'y a personne encore. Quand on longe la frontière guatémaltèque, c'est incroyable. Incroyable les paysages qu'on peut découvrir, les personnes qu'on peut rencontrer. Donc, il y a le Chiapas, il y a Oaxaca aussi qui gagne à être connu au niveau gastronomique, au niveau culturel. On propose aussi beaucoup la Basse-Californie. La Basse-Californie aussi, j'aime beaucoup. Pourquoi? Pour sa biodiversité. On n'est pas du tout sur le même style de voyage. C'est-à-dire que pour un premier voyage, c'est plus facile de pousser le Yucatan. Pourquoi? Pour l'aspect diversité, biodiversité culturelle, histoire préhispanique. C'est vrai que quand on va en Basse-Californie, on retrouve pas ça. Il n'y a pas de site archéologique, il n'y a pas d'histoire maya. Voilà, il n'y a pas ces empreintes historiques importantes. Il y a quelques peintures rupestres, mais vraiment, quand on va en Basse-Californie, c'est pour les paysages. Ça ressemble beaucoup à la côte ouest des États-Unis, pour ceux qui ont déjà été. On y va pour les amoureux de la nature, pour les plongeurs à Cabo Pulmo, pour ceux qui veulent voir des baleines grises, des baleines bleues, des baleines à bosse, pour voir des otaries. Enfin, pour les amoureux des animaux et de la nature, la Basse-Californie à 100%. Puis évidemment, Mexico et les alentours, la ville de Mexico, c'est la deuxième ville au monde avec le plus de musées. Donc, au niveau culturel, moi, j'aime bien d'ailleurs commencer par la ville de Mexico, puis il y a le musée d'anthropologie. Ça permet d'avoir une bonne introduction, en fait, du monde un peu préhispanique, avoir un petit peu une notion globale avant de rentrer dans le détail en visitant des sites archéologiques dans le Yucatan, par exemple. Le tour que vous avez décrit prend combien de jours et à peu près combien de kilomètres quand on arrive à Cancun? Le tour, j'imagine, le circuit. Alors, nous, en général, on propose la boucle, la grande boucle, donc où on commence par Cancun. Je l'ai pas dit, hein, mais pour ceux qui sont jamais allés au Mexique, le Cancun, c'est un peu la porte d'entrée de la péninsule du Yucatan parce que c'est l'aéroport international par lequel tout le monde arrive. Hein. Donc, en général, les gens arrivent toujours par Cancun. Donc, ils arrivent à Cancun, ils descendent à Tulum, ensuite à Bacalar, ou dans l'autre sens. Hein. Ensuite, ils passent par Calakmul, Calakmul, Campeche, Campeche, Uxmal, Mérida. On repasse par Valladolid et on termine en général quelques jours à Holbox. Donc là, on est sur à peu près une quinzaine de jours. Ensuite, on a des personnes, on a des personnes qui ont 3 semaines et qui ont envie de voir le Chiapas, puisque le Chiapas, c'est vraiment un autre monde. C'est d'autres paysages, c'est des cascades, c'est des communautés où on parle encore maya, les Mayas Lacandon à la frontière guatémaltèque. C'est un monde totalement à part. Donc, en général, les personnes qui ont 3 semaines veulent descendre jusque dans le Chiapas. Donc, nous, en général, voilà, on commence par Cancun, Tulum, Bacalar, on descend jusque dans le Chiapas, on passe par Palenque, on va jusqu'à la frontière guatémaltèque et ensuite on remonte par Calakmul, Campeche et on termine par Holbox. Et ça, c'est environ 3 semaines. Puis après, on a des boucles 10 jours, hein, mais on ne peut pas passer par Calakmul et Campeche avec une boucle de 10 jours. C'est trop de kilomètres. Ben, merci à vous. Hein. Merci à vous. J'espère que vraiment ça va vous aider. Hein. Je vais vous envoyer une présentation un peu plus complète parce que je voulais pas durer trop longtemps, mais j'avais préparé quand même plein d'informations qui peuvent vous servir concernant le passeport, la validité du passeport, les visas, est-ce qu'il faut un visa oui ou non, les vaccins, les périodes dans lesquelles voyager, parce que dans le Yucatan, on parle beaucoup de saison des pluies, ça fait peur aux gens, mais il n'y a pas vraiment de mauvaise période pour voyager dans le Yucatan quand on parle de juillet et août, par exemple. C'est surtout septembre et octobre, les périodes des cyclones et des ouragans. Mais le reste de l'année, justement, juillet et août, c'est vert, c'est quelques petites averses dans la journée, ou une averse par jour quand la pression atmosphérique baisse, quoi. Mais voilà, je vous avais préparé plein d'infos et je vais vous envoyer la présentation complète avec d'autres tours, d'autres idées, d'autres informations additionnelles si ça peut vous servir.
Alors, merci beaucoup, Alexia. Est-ce que vous avez encore des questions à lui poser? De toute façon, vous allez recevoir dans les jours qui viennent un mail de remerciement de la part d'Alexia avec le replay du webinaire, la présentation et voilà. N'hésitez pas à revenir vers elle si vous avez des questions. Et pour ceux qui n'auraient pas encore d'identifiant pour vous connecter à la plateforme Together qui vous permet de rentrer directement en contact avec les réceptifs, vous pouvez, je viens de vous mettre le lien, vous pouvez directement faire votre demande de login sur ce lien-là. Et on fait une petite formation mardi prochain, rien que pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la plateforme, etc. Voilà, et ben écoutez, s'il y a plus de questions, je me joins à Alexia pour vous remercier de votre temps et on vous souhaite une très belle fin de journée. Bonne journée, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.